Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 278e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour commencer à vous présenter l'événement de la rentrée dans le MMA français. 28 septembre 2024, Accor Arena de Paris-Bercy, l'UFC Paris pour la troisième fois sur notre sol avec Benoît Saint-Denis en main event contre Renato Moicano, et c'est le focus qu'on va faire dans cet épisode sur le retour de BSD après sa défaite contre Dustin Poirier. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus sur YouTube et présentateur de plusieurs ligues de sport de combat de façon générale dans le One chez nous à RMC Sport. Comment ça va mon Baba? Salut Alex, salut tout le monde, ouais ça va super. Moins de 15 jours, on y est, UFC Paris. Ça commence gentil. Avec le film en fait, ça y est, c'est bon, on nous a mis dedans et on est prêt. Ça va monter et le film on vous en parlera dès le début d'émission, à retrouver sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. On va parler, Baba, de Benoît God of War Saint-Denis. Le God of War revient sur le champ de bataille 6 mois après avoir échoué face à l'énorme test Dustin Poirier, un choc pas abordé dans les meilleures conditions physiques. Benoît Saint-Denis est de retour dans l'octogone le 28 septembre face à Renato Moicano dans le combat principal d'un UFC Paris encore très alléchant. Où en est le combat français après sa séparation avec son coach Daniel Warin? La victoire est-elle obligatoire pour se relancer vers le top 10 de la très dense catégorie des moins de 70 kg? Quel danger face aux Brésiliens? Le RMC Fighter Club fait les présentations du main event de l'UFC Paris, un événement comme d'habitude très attendu par tout le MMA français. C'est fou! Par KO de premier round. Attention la ministre. Attention Benoît. Oh là 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 là. Et la guillotine derrière. Faut défendre les mains sur cette guillotine. C'est bien, montez les mains. Oh non, il est out. Poirier a gagné par KO au deuxième round. Quel retour de Dustin Poirier, quel combat. Et merci à Max Sabolin pour cette petite prod et quelques souvenirs de l'UFC Paris l'an dernier et du 2022 également, des deux premiers avec Benoît Saint-Denis qui a été présent sur les 3 cartes. Je viens d'y penser là, juste maintenant, je n'avais même pas fait tilter avant de faire l'épisode et même dans la prépa. C'est le seul qui a fait les 3? Ah, bonne question. Je crois. C'est possible. Je crois que c'est le seul qui a fait les 3. Ça se vérifiera. J'ai peut-être dit William Gomis aussi aura fait les 3. Donc ils sont 2 à avoir fait les 3. Mais tu vois, c'est quand même même Cyril Gane, la superstar, ne sera pas là pour le 3e. Donc c'est rare, c'est cool pour lui, pour le coup. Maintenant. Du 3 sur 3, c'est vraiment sa maison à Paris. T'en parlais Baba avant qu'on rentre dans le sujet Benoît Saint-Denis. Le film sur l'UFC Paris, des films des équipes RMC Sport de Laurent Salvaudon, film de Hamid Mohamed, Anthony Sterpigny et Valentin Thiel, Le Flambeau, à retrouver sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. C'est 1h25, un petit bonbon, allez-y. Il y a un focus sur les 9 Français qui sont présents sur la carte de cette UFC Paris. C'est génial à voir pour vous rappeler où ils en sont tous, quels enjeux ils auront à Paris. Ouais, c'est bien, et découvrir. Moi j'ai découvert des choses, par exemple sur Kevin, tu vois. Kevin Jousset, ouais. D'avoir un petit peu comment ça s'est fait au CKB, l'annonce de sa signature à l'UFC. Ouais, c'était super sympa à voir ça. Ouais, c'était des images qu'on n'avait pas beaucoup vues et qui étaient cool à voir au City Kickboxing avec coach Eugene Berman. Et on vous fait un petit teasing, mais Kevin Jousset, avec qui on échange des interviews depuis maintenant 2 ans, pratiquement depuis l'autre bout du monde. Il nous a promis qu'il serait là en plateau pour le FC Paris. Cool. Sans doute après l'événement, mais voilà, vous l'aurez avec nous en plateau et ce sera un plaisir pour une fois de l'avoir en physique et non à 20 000 km d'ici. On passe au dossier Benoît Saint-Denis, mon Baba. On va reprendre un peu chronologiquement, on va revenir sur ce combat contre Dustin Poirier aussi, l'énorme choc. C'était le co-main event de l'UFC 299, c'était en mars dernier à Miami. Puis on va rentrer dans ce combat contre Renato Moicano. Il a accordé une interview à la sueur, Benoît Saint-Denis. Il n'a pas suivi les demandes de RMC Sport pour le coup. On voulait l'avoir dans le Fighter Club, mais il a préféré un peu se recentrer sur lui-même et faire très peu de médias. Que je peux comprendre après une défaite. Ça peut aussi cette volonté de se recentrer sur soi. Mais il a parlé donc à la sueur et puis sur sa chaîne YouTube aussi. Il dit d'abord, je te cite un peu je te fais les quotes et puis on en parle un peu après. Le jour J, je n'étais pas là, c'est comme ça. Donc on reparle un peu de son staphylocoque. Vous savez qu'il a eu un staphylocoque, il était sous antibiotiques pendant les
quelques jours de prépa avant le combat, ce qui fait qu'il a eu du mal à perdre le poids. Il dit, je suis déçu parce que j'ai pas pu tout donner, mais le perdant a toujours tort. Pour me refaire, la seule manière, c'est de gagner. J'aurais pas dû combattre, je n'avais qu'à refuser. J'y suis allé dans de mauvaises conditions, mais on a toujours tort quand on perd. À moi de prouver avec des victoires que les aléas ont joué et que ce que j'affirmais est toujours valable aujourd'hui. Là où je voulais entamer par ça, Baba, j'aime bien le discours. Ouais. C'est-à-dire, les perdants. Parce qu'au début, même côté américain, quand il a parlé du staphylocoque chez Ariel Helwani, dans les jours après la défaite, il y a eu un. Même Dustin Poirier a fait une sortie là-dessus. À dire, les perdants ont des excuses là. Il n'y a pas d'excuses, t'étais dans la cage, t'as combattu. Et c'est compréhensible du côté Dustin d'être agacé par ça. Complètement, parce qu'on minimise sa victoire, entre guillemets. Là, j'aime bien, je sens qu'il y a eu une sorte d'évolution. Oui, une introspection. Les perdants ont tort. Ok, il y a eu ça. À moi de reprouver que je vaux ce que je disais dans la cage. T'es d'accord avec ça, Baba? Je suis 100% d'accord, oui. Tu vois, il faut accepter et pas être dans le déni pour pouvoir avancer, en fait. On dit tout le temps en sport de combat, et il le sait autant que moi maintenant, parce que ça fait quelques années maintenant qu'il est dedans, les coachs, les combattants, les managers, tous ceux qui gravitent, et même les médias, puisque ça fait longtemps maintenant toi aussi que tu es dedans, si on accepte d'y aller, on accepte d'y aller. Tout ce qui se passe derrière, ça résulte du fait qu'on ait accepté d'aller au combat. Donc à partir du moment où on a accepté d'aller au combat, derrière, il faut tout assumer, et se dire ok, j'ai perdu, moi au fond de moi je sais pourquoi j'ai perdu, je vais leur montrer maintenant. Il peut y avoir des conséquences à refuser, bien sûr, parce que c'était un common event. Et on l'a dit nous-mêmes que c'était mieux d'accepter parce que c'est Dustin Poirier, etc. Exactement. Donc moi je suis pas en train de lui reprocher ça. Je dis simplement que une fois qu'on a accepté, on accepte, et moi je préfère entendre ce qu'il vient de dire là, que effectivement j'ai accepté, à partir de là j'ai perdu, j'ai tort, tant pis. Et il y a plein d'autres combattants qui le font. Moi je me rappelle de Alex Volkanovski, après le deuxième combat contre Holloway, il a rien dit pendant des mois, parce que le troisième combat se fait bien plus tard. Et après le troisième, c'est là qu'il nous explique qu'il était malade dans le deuxième, qu'il avait beaucoup de problèmes, et que dans le troisième il voulait montrer que c'était un meilleur combattant qu'Holloway. Et c'est ce qui s'est passé clairement. Donc là c'est cool, il va avoir une opportunité, et c'est ce qui est de génial dans ce sport magnifique, et dans les sports de combat, tu as toujours une opportunité derrière. Tu as toujours une opportunité de prouver que ce que tu dis est vrai, tu vois. Deuxième point que j'aime bien, que j'ai noté, ça c'était sur sa chaîne YouTube il y a quelques jours. Il a une chaîne YouTube maintenant, Benoît, où il vous fait vivre un peu son aventure de l'intérieur. Il parle du premier round contre Dustin Poirier. On a vu un débat, rappelle-toi, quand on fait le débrief de ce combat-là. À dire, les mecs qui ont un peu trop... c'est qu'un round. Tu ne gagnes pas un combat quand tu gagnes un round. Très belle performance, tu as montré beaucoup de choses dans ce round. Tu ne gagnes pas un combat sur un round. Et il dit, ouvrez les guillemets, j'ai eu de la chance que le round se déroule comme ça, car ça a permis de sauver les apparences. Il aurait pu me mettre KO sur une combinaison dès le départ. Il a préféré aller dans ses guillotines. Je n'étais pas du tout là. Moi, j'avais zéro réflexe, j'avais rien. Pareil, je trouve que ça bien. Parce qu'il y a une acceptation d'un truc de se dire, on l'a dit, Baba. Moi, j'ai eu des retours de gens qui me disent, t'es très sévère. Je continuerai de le dire. C'est un des pires rounds jamais fait par Dustin Poirier. En termes de tactique. Il le dit, ses coachs ont se jette, ses coachs qui arrête tes guillotines, arrête de jeter dans tes guillotines sautées. C'est pas juste nous qui disons ça en fait. Et c'est pas juste nous. Et là, le fait que Benoît le dise, ça dit beaucoup. Pour moi, ça dit beaucoup de son mental de combattant. Ouais. Tu vois ce que je veux. Donc, je pense que tu seras d'accord avec ce que je dis là en fait. C'est l'acceptation aussi. De se dire, ok, c'était pas le meilleur Dustin. Et on a beau me dire, t'as fait un round extraordinaire, machin. Il aurait pu, je répète ce qu'il dit, il aurait pu me mettre KO sur une combinaison dès le départ. Donc c'est accepter qu'il y avait des erreurs dans son jeu aussi, malgré ce beau premier round. Et pouvoir travailler. En fait, l'acceptation, là où je dis, c'est que tu peux travailler dessus derrière, puisque tu n'étais pas dans le déni. Te dit. La plus grande des qualités d'un combattant, c'est ni sa vitesse, ni son timing, ni son punch, ni son cardio. Sa plus grande qualité, c'est sa capacité à se remettre en question, dans la victoire comme dans la défaite. C'est ça la plus grande qualité d'un combattant. Si le jour où tu arrêtes de te remettre en question, pour moi, à mon sens, tu arrêtes d'évoluer en tant que combattant. C'est là où tu arrêtes, en fait. Et ça prouve qu'il veut son évolution. Ça prouve qu'il a besoin de ça. Ça prouve qu'il a eu la bonne analyse de ce combat-là derrière. À froid, il a fait son analyse, il a fait son autocritique. Et forcément, ça veut dire qu'il y a eu de l'évolution ensuite derrière à l'entraînement et dans la préparation du combat contre Moïcano. Forcément. Tu penses que ça joue parce que avant de lire toutes ces déclats, je le voyais moins comme ça. Mais moi, maintenant, je me dis que ça a dû jouer sur la séparation en fait avec Daniel. Cette idée de dire qu'il y a peut-être des choses à changer. Donc il faut, tu vois, au-delà de la relation personnelle, on a vu tout passer, les différentes interviews où ils se renvoient des balles un peu l'un l'autre, les enquêtes. Je sais pas, j'ai pas vu mais c'est pour le clin d'œil. Tu vois, tu sens qu'en fait, il a eu besoin. Tu sens dans ses paroles qu'il a compris qu'il y avait un changement à faire, de toute façon, à un certain niveau. Donc, ça fait sans doute partie de ça, cette séparation. Tu le vois un peu plus comme ça aussi ? En tout cas, ça permet d'avoir des éléments, sans rentrer justement dans le drama et dans les compagnies et tout ce et de chercher des réponses dans le drama et dans des embrouilles et d'autres trucs comme ça. Là, tu comprends qu'il y a eu un cheminement, en fait. Tu comprends qu'il y a eu un cheminement et qu'il a voulu autre chose. Et ça existe depuis la nuit des temps en combat.
J'ai moi-même des élèves qui sont partis. Moi-même, je suis parti de mon premier club à l'époque. Enfin, c'est comme ça, tu vois. Donc, il y a besoin, visiblement, il y a un besoin d'évolution, encore une fois. Et je préfère entendre ça, je préfère que lui m'explique ça, que d'autres personnes viennent nous expliquer à sa place que il est parti pour X ou Y raison et que, en fin de compte, il était persuadé que si jamais c'était pas le staff, il gagnait, etc. Là, on est complètement sur autre chose quand même. Ouais. On est sur quelque chose de beaucoup plus positif. Et c'est pour ça que je préfère dire ça. Autant j'ai pas aimé entendre, mais c'était pas de sa bouche, encore une fois, les choses que j'ai entendues avant. Là, je préfère entendre ce qu'il nous explique aujourd'hui, clairement, parce que ça, je le redis encore une fois, ça dénote une volonté d'évolution. Ouais, complètement. Alors, ce qui est intéressant dans cette interview, c'est qu'il explique qu'en fait, il n'y a pas eu tant de changement que ça pour le coup, pour nuancer ça. En fait, il n'y a que le départ de Daniel. Parce que le staff reste absolument le même. Christophe Savoca pour le sol, Maxime François à la lutte, Christophe Cordier qui fait les séances MMA et thématiques. Et en fait, ils ont juste mis Johan Jacquemin qui s'occupait un peu de son pied-point aussi. Ouais. Il est devenu numéro 1 en pied-point. Enfin, c'est lui qui s'occupe de ça à la place de Daniel. Tu n'as plus le head coach, mais les différentes composantes du camp, on va dire, restent le même. Le staff, il est resté quasi intact. Tu as Luis Mariano aussi qui vient, coach des équipes de France de boxe amateur, qui vient lui donner des coups de main sur la boxe anglaise, tu vois. Donc on reste dans la même structure globalement. Et il dit aussi, ce qui va à l'inverse, et c'est là où le débat va devenir intéressant, Baba. Il dit, 2 points, ouvrez les guillemets, je vais toujours chercher le finish, et les gars en face le savent, je deviendrai champion de l'UFC comme ça, ou je mourrai en essayant. Et là, ça va à l'inverse de tout ce que j'ai dit depuis quelques minutes, mon Baba. C'est-à-dire que j'ai l'impression, ces premières phrases me font dire il a su se remettre en cause. Oui. Et celle-là, elle me fait peur, Baba. Je vais être honnête. Ouais. Elle me fait peur parce qu'elle raconte un mec qui dit j'irai comme ça et pas autrement. Et tu vois, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je suis le cheval, on me met les œillères et j'y vais tout droit. Bah moi, ça si te fait tu peur veux... ou pas? Ou c'est juste une phrase comme ça et finalement ça veut rien Non, dire. c'est pas ça. Moi, je crois vraiment à ce qu'il veut. Je crois vraiment que c'est le cas. Moi, je crois que c'est le cas. Moi, je pense que quand je te parle d'évolution, c'est moi quand tu regardes un combattant évoluer, quand tu regardes un combattant perdre surtout et analyser les raisons de ses défaites. C'est là, je parlais dans un épisode précédent, parlons de Sean O'Malley, où tout de suite il met une combinaison de lutteur en mode je vais faire de la lutte, etc. Alors que c'est pas spécialement ce qui va changer le fait de gagner ou de perdre contre Merab. Là, tu vois, c'est la même chose. Le fait de dire que j'aurais pu me faire mettre KO dès le premier round. Bah, moi, ce que je dis entre les lignes, c'est que défensivement parlant, c'était pas bon. Oui. Et ça manquait de réflexe, défensivement, etc. C'est ce que lui nous explique en fait. Celle-là, c'est même pas lire entre les lignes, c'est le sous-entendu clair. Donc il va devoir faire attention à ça. Et je pense que ça va rentrer dans son game. Par contre, je ne crois pas une seule seconde que Benoît va devenir un combattant qui va chercher à gagner par décision. Ouais, à la touche pour moi, c'est pas son ADN. C'est pas son ADN, tout simplement. C'est un combattant qui est dans la violence, qui va chercher à finir. Intéressant. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Pour moi, non. Oui. Pour moi, non. Garder sa nature, parce que c'est ça qu'a fait le combattant. Et c'est son style qui fait qu'il est monté aussi haut. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut le garder. Ouais. Mais l'adapter, en fait. Maintenant, voilà, il y a des choses qu'il faut faire où des fois, on va choisir d'être... j'ai le mot en anglais, tout relentless. Oui, sans pitié, ouais, voilà. Étouffant, continuer, avancer. Des fois, voilà, peut-être temporiser, apprendre à temporiser un peu et réorganiser son attaque, etc. Tu vois, c'est ces choses-là techniquement, moi, que j'aimerais bien voir en termes d'évolution. Bien sûr, de rester un combattant offensif parce que c'est lui. Et c'est ce qui fait peur, je pense, à beaucoup de combattants de sa catégorie. C'est un combattant où quand tu vas contre lui, tu dis ça va être chiant, je vais prendre le bouillon, tu vois. Et j'aurai pas d'échappatoire. Je vais devoir rester en face et combattre en fait. Maintenant, il faut c'est là l'évolution va être plus technique, réorganiser, penser quand même à faire son travail défensif pour pouvoir avoir des opportunités d'attaque et compagnie. Pour le reste, j'imagine pas une seule seconde qu'il cherchera pas le finish, il cherchera toujours le finish. Mais non, je pense que ça c'est ce qu'il est. C'est dans son ADN. Il faut avoir ça. Finalement, est-ce que son dernier adversaire en date, Dustin Poirier, c'est pas un super modèle à suivre pour lui? Ah mais complètement. Tu viens du Dustin Poirier du début de carrière. Qui swingait, c'est tout. Il arrivait, il swingait. Qui tombera le premier. Il n'a jamais été champion à l'UFC parce qu'il est tombé contre Khabib, contre Islam Makhachev. Donc il est quand même pas tombé au meilleur moment pour le coup dans la catégorie des légers. C'était compliqué. Et ce sera peut-être une galère pour Benoît aussi si Islam continue de dominer, tu vois. Mais je trouve que l'évolution de Poirier, c'est une belle évolution pour BSD. Ouais, il a ces modèles-là, qui peut suivre et qui peuvent lui montrer la voie. Il l'a affronté en plus. C'est pour ça que le symbole est cool. Ça va lui donner beaucoup de choses. Moi, j'aurais même dit pourquoi pas, une fois que c'est fait, maintenant que vous êtes affrontés, pourquoi pas essayer d'échanger avec lui et d'aller apprendre de lui. Parce que Dustin, c'est un combattant super intéressant à tous les niveaux. D'autant qu'il a sûrement plus de qualité au sol à la base que pouvait en avoir un Poirier, par exemple. Quand tu m'as parlé du fait que Poirier est tombé dans la mauvaise époque, la différence c'est que BSD, lui, il a les qualités au sol. Il a du sol. Pour rivaliser avec beaucoup de ces gars-là. S'il arrive à évoluer façon Poirier dans son striking et dans sa façon d'avoir des moyens de défense,
et qu'en plus il a ce sol qui reste de haut niveau, la combinaison elle est belle pour le coup. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je reste convaincu que ça va être mental. Le fait qu'il puisse aller chercher ces places-là, et ces title shots et compagnie, ça va être mental, ça va être dans la tête. Ça va être qu'est-ce qu'il veut faire mentalement pour progresser et ne pas donner les opportunités qu'il a données à ses adversaires de gagner. C'est tout, en fait. Après, pour le reste, il a plein de qualités. Il a des qualités qui peuvent le permettre d'aller très haut. Ça, c'est sûr. Il dit aussi, là, dans la quote que je t'ai fait tout à l'heure, pour me refaire, la seule manière est de gagner. Ça va permettre d'ouvrir un peu sur l'UFC Paris. Victoire obligatoire, là. Oui. Pour quand t'es ambitieux, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de victoire Ah bah obligatoire. oui. Les combats, tu peux perdre 3-4 combats de suite. Oliveira avait perdu 8 ou 9 fois à l'UFC avant de devenir champion. Ouais. Ça ne t'enlève pas la possibilité Non, de le tu devenir un pourras. jour. Le chemin sera plus long. Mais voilà, dans cette idée où lui, qui a toujours dit je veux aller vite, je veux être champion vite, voilà, je veux avancer, Ouais. je veux avancer. Ouais. Main event à Paris, devant les tiens. L'UFC lui offre aussi pour se relancer, tu vois, cette possibilité, c'est sûr. Oui. Il y a un peu un côté victoire obligatoire quand même, Baba. Oui, non, mais il faut qu'il gagne. Faut qu'il Ouais, gagne, il faut le qu'il sait. gagne, Tu dois ouais. gagner à la maison. Et par rapport à tes ambitions. Même mentalement, ce serait dur hein, de voilà, perdre à Paris. Là. et puis perdre 2 fois d'affilée. Ouais, aussi, ouais. Ça, c'est toujours pareil, c'est compliqué. Il est 12e, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc tu vois, une défaite, ça peut te faire reculer à la 15e place ou te faire sortir du top 15. Et là, on est sur un autre problème, tu vois. Et en plus, si tu perds, c'est sûr et certain qu'on te met un combattant qui n'est pas classé derrière. Donc tu fais un pas en arrière quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu chiant. L'UFC la bonne très clairement. Dana parle toujours en lui de lui en bien. On le met en main event d'un event qui aujourd'hui est cher à l'UFC. On va pas se mentir. Paris pour eux c'est important. Et on n'est plus très loin d'avoir du numéroté à Non, Paris. je pense. Donc en tout cas en France. Hein, parce que moi, Je sais pas si tu as noté, mais cette semaine, il n'y a pas d'UFC. ouais, il y en a pas. Hein. Entre la sphère et Paris, ils n'ont rien mis. On reprend et donc ça veut dire que tous les autres sera dessus. Et puis tu vois, tu as l'idée, je pense, que ce qui est cool de dire on sort d'un gros show. Ouais. C'est peut-être cool d'aller à Paris tout de suite plutôt Ouais, que de c'est faire clair. un apex entre les deux qui Non, va c'est faire clair. Et puis descendre c'est bien. Et puis c'est bien. la hype, tu vois. On avait les yeux du monde sur nous tout l'été, donc ça continue avec la plus grosse ligue de combat mondial qui vient tout de suite à la sortie de l'été, à la sortie des JO, faire un event. Ça veut dire que la hype n'est pas retombée. Ça veut dire que, bon, de toute façon, c'est sold out, ça, on le sait déjà depuis un bon bout de temps. Mais voilà, il y aura la hype autour, il y aura des gens autour. J'en ai parlé, moi, on s'est vu, on a été voir quelqu'un de très important pour le MMA cette semaine, enfin la semaine dernière en tout cas. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez de qui Vous on parle. savez. Il y a un épisode bonbon qui arrive très bientôt. Super. Et puis voilà, ça a été toi et moi, on a eu l'occasion de discuter avec des jeunes médias et c'est génial la hype qu'il y a de voir les mecs, l'enthousiasme qu'il y a autour de ça. Donc voilà, là il va falloir que Benoît gagne pour pouvoir valider Ouais. tout ça. Ouais. Et quand je dis un peu victoire obligatoire, il y a le côté aussi, ouais, t'es chez toi. Il faut cette image. À la fin, t'es au micro et tu te bien relances sûr, vers le top bien 10, sûr. t'annonces un nom ou deux et tu dis les gars, c'était j'ai eu un mauvais moment contre Dustin, mais je suis de retour. Enfin, dans cette ambition qu'il a, Benoît, c'est une étape à pas louper. pour le coup. Exactement, ouais. Elles sont rares, mais celle-là, il faut pas la louper. On passe au combat en lui-même, Renato Moicano. C'est pas facile. Ah non. C'est tout sauf facile. Là, pour ceux qui croient que c'est un combat, quand je dis combat de relance, c'est que Ouais. c'est pour. Non, c'est une galère qu'ils lui ont mis quand même à Benoît. De toute façon, on est dans le top 15 de la catégorie où il y a le plus de combattants à l'UFC. Donc forcément, tu es face à du fort. Qu'est-ce qui te fait peur dans le jeu de Moicano par rapport à Benoît? Bah, je vais faire simple. Moicano, c'est Benoît. Oui, je suis complètement. Très fort au sol. C'est agressif, un Mhm. peu fou. Pour qu'il abandonne, il faut le mettre KO. Il a été mis KO. Hein. Ouais. Mais c'est comme ça qu'il faut le battre en fait. Ou tu vas le battre par décision, mais en faisant une guerre. Ou Il y a tu t'en sors Ortega pas le indemne. soumet. Ouais. Il a une soumission. Ouais, c'est ça. Alors qu'il dominait. Il dominait. C'est le run d'Ortega justement où C'est il quand fait il que des est, parce comebacks. qu'il il vient des moins de 66 Voilà. en fait, Renato Il fait que des Moicano à la base. comebacks. Ouais. Me forcez pas à reparler de José Aldo. Tu sais quoi, J'arrête, chaque vraiment, fois qu'on j'arrête. peut parler de José Aldo, c'est open. Le micro est ouvert. Mais en tout cas, Moicano, c'est un combattant, c'est une galère à affronter parce qu'il est très très bon au sol. C'est un combattant qui est meilleur au sol qu'il n'est debout. Il a passé la majorité de sa carrière à l'UFC à faire des combats debout. Et personne ne comprenait pourquoi, alors que récemment, il a fini par servir beaucoup mieux son jeu, amener les adversaires, ses adversaires au sol et les soumettre. Et il a fait ça très bien. Il est sur une bonne série. Et Très généreux dans la case. très aussi. confiant, Ouais. il est très confiant en lui, très confiant en ses qualités, il va beaucoup parler pendant un fight week, donc c'est pareil, c'est quelque chose à faire attention à ce qui rentre pas dans ta tête. Ça, c'est un des pas trucs cadeau. sur lesquels j'ai toujours eu une ultra confiance en Benoît. Normalement ça va. Tu rentres pas dans la tête de Benoît. Normalement, Vu ça son devrait le passé faire, et tout, normalement, ça tu vois, devrait il a le été formé à ce Non, qu'une ça va. petite insulte ne le Ouais. fasse pas sortir Mais de ses gonds, on va dire. il sera là, il va faire tout ce qu'il peut pour, en tout cas, Renato. Donc ouais, c'est un combattant qui n'est pas facile à manœuvrer, ça c'est sûr. Non, c'est même très compliqué. Et tu as raison, il y a un petit effet miroir. Ouais. Alors, ce que je peux à peu près assurer, c'est que je pense qu'on va avoir une belle guerre. C'est sur 5 rounds. Oui.
m'étonnerait pas que ça aille pas au bout cette histoire-là, parce que Ça devrait faire, ouais, vu les styles des deux quand même. ça devrait faire des dégâts. Moi, un point qui, à mon avis, est parce qu'il l'a déjà montré que c'est un point sur lequel il a construit beaucoup de ses victoires contre des Brésiliens notamment, Ouais. et qui, je pense, est une arme très très importante contre Moïcano, c'est les kicks. Oui, il faut qu'il use beaucoup ses coups de pied. Ces middle qui ont Ouais. fait tellement mal à Bonfim, à Ouais. Moïsis. Qu'est-ce que t'en penses, Baba, là-dessus? Ouais, qui varie. C'est une des clés pour lui. Pour moi, c'est ça, qui varie ses zones de frappe, qui travaille en pur gaucher, donc il envoie bien sa jambe arrière, comme il a très bien fait avant, et puis surtout qu'il fasse comme ce qu'il a fait avec Bonfim ou avec Frévola, faut partir fort. Moïcano, il faut lui montrer tout de suite en fait. C'est quelqu'un, il faut lui montrer tout de suite qu'il aura mal dans le combat, que c'est pas lui qui va pouvoir imposer sa volonté et son rythme au combat, et donc il faut partir très fort. De toute façon, c'est quelque chose qui fait très bien, Benoît, et ça, pareil, c'est une de ses qualités. Il faut partir dans le combat tout de suite, imposer son rythme, imposer sa marque, et faire douter Moïcano dès les premières secondes du combat. Parce que moi, je pense qu'il peut terminer Moïcano vite. Moïcano a montré que tu le touches, il tombe, donc il faut aller sur lui rapidement. À l'inverse, t'es Moïcano, t'es dans un mode. On le sait, on l'a pas encore vu en fait sur un synchrone de Benoît. Enfin, on l'a vu sur Ouais. un synchrone, mais qui se termine au deuxième round. Ouais. Et on sait qu'avec son style hyper généreux, ça prend le cardio. Enfin voilà, Ouais. ça te Ouais. prend ta barre d'énergie comme dans les jeux vidéo. Elle baisse assez vite quand t'as le style de Benoît Saint-Denis. Ouais. T'es un Moïcano, tu te mets un peu sur le frein sur les premiers rounds. T'essayes, tu vois, d'être dans une gestion de combat en Ouais. disant parce que sur les 3 derniers, en fait, peut-être que l'autre il aura plus de gaz. Ouais, c'est possible. Moïcano a plus d'expérience à l'UFC, donc ça va être son avantage. Hein. Sinon, ils ont des qualités similaires Oui, en tant que similaires, mais- combattant, mais il a plus d'expérience, il a plus. Peut-être ce recul pour avoir cette capacité Voilà, à, tu c'est vois, exactement ça. En fait, la carrière de Benoît, il l'a fait un petit peu avant. Donc les erreurs voilà, défensivement, de prendre des choses, de dominer des combats et de perdre derrière parce qu'il a été trop généreux, justement. Il l'a fait plusieurs fois en plus. Donc oui, ça va être à lui de mieux gérer son combat, entre guillemets. S'il y en a un des deux qui doit travailler de façon plus posée, ça va être lui. Mais c'est pas du tout une garantie avec Moïcano. Non. Pas du tout, hein, vraiment. c'est lui qui a tout à gagner, hein, Moïcano. Complètement. Il vient Complètement. chez Benoît, s'il le bat chez lui, Complètement. il lui prend une partie de sa hype, il monte, il intègre, je pense, le top 10 à ce moment-là des On lui donnera moins un gros combat. 70. S'il bat Benoît, on lui donnera un gros Ouais. combat parce que Benoît, il est bien coté du côté de l'UFC, du côté des C'est matchmakers. vraiment ça, hein, dans ce combat-là, celui qui a à perdre, c'est Benoît. Ouais. C'est là où il y a de la pression aussi pour lui. Il y a une histoire de protéger un peu son classement et de protéger sa position auprès de l'UFC. Et celui qui perdra ce combat-là, il prendra un combattant. Il prendra un combattant qui monte derrière en fin de compte. Donc ce sera chiant à tous les niveaux parce que tu auras perdu. Et derrière, on va te donner un combattant qui lui est en train de monter. Et il y en a dans cette catégorie des mecs qui sont en train de monter. Tu vois. Il y en a quelques-uns. Ouais. Cette bataille au sol, parce que tu l'as dit, hein, c'est quand même ils ont des qualités très similaires, donc ils sont très forts au sol. Comment tu l'imagines se tourner si ça part au sol? Ah, c'est compliqué parce Ouais, qu'ils sont c'est forts tous les compliqué. deux. Ils sont très forts tous les deux. Ils sont forts tous les deux à ça. Ils sont agressifs tous les deux au sol. Ouais. C'est pas des grappeurs passifs, c'est pas des Non. grappeurs de contrôle. C'est vraiment des grappeurs qui Je cherchent la pense que soumission. celui qui prend le premier la position dominante, il a un vrai avantage. Tu viens de me le prendre de ce que j'avais dans la tête, mais celui qui arrive à prendre le dos, il va pouvoir, à défaut de soumettre l'adversaire, il sera capable de contrôler quand même longtemps. Même si Benoît il a montré des belles qualités pour se relever Ouais, vite. bien sûr. Enfin, il sait le faire. Mais pour moi, c'est les phases hyper importantes, quoi. Ouais. Les premières phases Ouais. de scramble ou de machin, à savoir qui va prendre la position dominante, Ouais, ça peut ça va vraiment être faire intéressant. tourner le combat. Ouais, t'as raison. Et ça peut tourner, hein, ça peut tourner un combat de grappling. Moïcano est très confiant dans son grappling, c'est un Brésilien qui pense toujours qu'il est meilleur que tous les autres au sol. Et c'est peut-être aussi, c'est peut-être sur ça qu'il a axé son travail, hein, Moïcano. Peut-être qu'il a décidé qu'il va faire un combat de grappling contre Benoît. Alors pour ceux qui le connaissent pas, Moïcano, il a un podcast et tout. Pour le coup, ceux qui le connaissent pas et qui sont le public qui suit un peu plus les grands événements de MMA, Ouais. vous allez découvrir un personnage pendant la Fight Week de l'UFC Ah Paris. oui, clairement. Ouais. Nous, on sera là, RMC, bien sûr, en inside sur toute cette Fight Week pour vous proposer des images, des interviews, des choses. C'est un mec très marrant qui, je pense, le public peut aimer, enfin, Ouais. peut apprécier, entre guillemets. Le côté pression, moi, je voulais un peu avoir un mini ouverture là-dessus aussi dans l'émission. Être un main event à Paris, c'est quand même autre chose. Oui. C'est autre chose. Il y a 2 ans, il était en prélim. C'était le premier combat d'un Français, Benoît Saint-Denis, en 2022. J'ai l'impression que s'il y en a un que ça touchera pas, c'est lui. Un peu, pense on pas. revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Ouais. C'est un guerrier. Enfin, il a été tellement préparé à des Oui, dingueries dans son passé de militaire, hein, qu'on aime le côté militaire ou non, que c'est pas un main event qui. Tu vois, je pense que ça change rien du tout Non, je pour ce pense mec. que ça va aller. Je pense que ça va part aller. qu'il Mais soit content. Il y a beaucoup de. Par contre, enfin, l'engouement existe. Et on sent, si vous n'avez pas encore regardé le film, regardez-le, parce qu'on se rappelle, c'est là où je me suis rappelé quand même que c'était toutes les chaînes d'information
avait parlé du combat de Benoît Saint-Denis. Moi, ça fait longtemps que je regarde ce combat, les sports de combat. J'ai rarement vu des chaînes d'information continues parler du fait qu'un Français va combattre aux États-Unis dans un combat de MMA. Il y a TF1. Hein. On a Il y a été loin. TF1 dans ce combat-là. Tout Le journal de TF1. Tout le monde en a parlé. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, Benoît Saint-Denis, c'est un visage et un nom connu et reconnu dans l'Hexagone. Et plus que d'ailleurs, puisqu'on va faire un épisode aussi sur Nassourdine Imavov, qu'on va vous proposer pour ce UFC, beaucoup plus que. Tu te rappelles, on avait eu ce débat qui doit être main event. Sportivement, Nassour le mérite plus sur son classement, ce qu'il a fait ces derniers mois. Mais en fait, entre les deux, il n'y a pas photo. Hein. Sur qui est le visage le plus connu par le public, c'est Benoît. C'est Benoît et c'est clair et net. Donc il est connu et reconnu à travers le pays. Et donc. Normalement, c'est censé mettre un peu de pression quand même, mais pour lui, c'est probablement de la pression positive. En tout cas, moi, c'est ce que je vois de là où je suis. Ouais. Là où j'ouvrais là-dessus, c'est que pour moi aussi, une des forces de Moïcano, et on l'a vu dans certains de ses anciens combats, c'est de saisir une opportunité. Ouais. Tu laisses une opportunité à Moïcano qui peut saisir, notamment au sol, il va pas. Il va aller tout de suite. Il va pas attendre, il va y aller tout de suite, il va la saisir et il va te terminer. Tu vois, est-ce qu'il y a un danger de je sors d'une défaite contre Dustin? Donc tu as vu les discours que je t'ai dit de Benoît. C'est avec la victoire que je vais me rattraper. Je suis devant mon public. C'est le main event. On sait qu'il est généreux devant son public. Et quand la Marseillaise va commencer à sentir, il le ressent dans son corps, Benoît. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? D'être trop généreux. Bien sûr. Parce que tu veux trop bien faire. Bien sûr. À ce moment-là. Pour moi, c'est un combat où, sportivement parlant, les deux auront des opportunités. Et beaucoup, si le combat dure en tout cas, tous les deux auront beaucoup d'opportunités de finir le combat. Que ce soit debout, que ce soit sur le grappling, il y aura des opportunités où l'un des deux va, par excès de générosité, par excès d'agressivité, donner une opportunité à l'adversaire de le contrer durement, de l'attraper pour le soumettre, de l'amener au sol, etc. etc. Je ne saurais pas te dire si l'opportunité elle est plus présente d'un côté ou de l'autre. J'ai vraiment vu Moïcano beaucoup trop de fois faire le fou et payer le prix pour dire que ce serait plus du côté de Benoît. Maintenant, oui, il y a cet aspect-là du côté de Benoît et tu as raison de le mentionner. C'est clair que la volonté de bien faire elle va être très forte, ça c'est sûr. Tu vois, d'ailleurs, quand je le dis, c'est pas un reproche. Non, dans le sens. Du tout, ça existe. C'est qu'il est généreux, il est comme ça. C'est un mec comme ça, il a ce côté même. C'est sa qualité. Il a ce côté patriote, tu vois, qui fait que je pense qu'à Paris, le mec est complètement sublimé et que lui, il s'imagine que c'est un pays contre un pays, pratiquement, quand il rentre dans la cage. Enfin, tu vois, il défend la contrée, quoi. C'est un truc. Donc, ça peut jouer, en fait, parce qu'on sait que c'est un très haut niveau, le MMA. Une erreur, des fois, ça pardonne pas, en fait. Il y a un excès de confiance ou un excès de générosité, parfois, peut te jouer des mauvais tours en soi. En tout cas, on est à peu près sûr d'avoir un combat qui déçoit pas, non, Baba? Ah non, ça c'est pas possible. Ça pour le coup, tu choisis un main event qui fait que normalement on est bien. Tu t'attendais, là c'est une réflexion plus globale sur Benoît, mais quand il est premier combat français en prélim en 2022, là il sort, pas ses débuts à l'UFC, mais pratiquement, enfin il a un ou deux combats avant, il y a le Élysée-Où où il rentre, qui est une guerre incroyable. Tu t'attendais à cette trajectoire de Benoît Saint-Denis? Pas du tout. Moi, j'avoue pas du tout. Et je vais vraiment, je vais pas te parler du combat contre Élysée-Où parce que je l'avais vu en live à l'époque et je ne connaissais pas du tout Benoît Saint-Denis. Et quand j'ai vu le combat, je dis super cool, français, action fighter, qui fera pas grand chose. Je le dis en toute franchise, en toute honnêteté. Quand je le vois contre Élysée-Où, je dis c'est compliqué. Après, on me dit que c'est pas sa caté. Donc je dis ok, bon, on va voir. Quand ça descend, peut-être que ce sera mieux. En tout cas, c'est un guerrier. Après, ce qu'il montre derrière, je me dis c'est pas mal, il y a quelque chose d'intéressant. Mais non, quand il fait ses débuts à Paris, je ne suis pas encore en train de me dire que ça va être un top dans cette catégorie qui est aussi dense et qui va être main event sur les prochains événements. Il y a des mecs qui sont devant. À l'époque où il fait ses débuts à Paris, il y a des mecs qui sont là depuis longtemps déjà. Nassourdine est là depuis un certain temps, Cyril Gane évidemment. Et puis tu as d'autres combattants sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir. Et j'oublie jamais Taylor, moi, dans ces combattants-là, qui enfin, tout le monde sait ce que je pense du niveau technique et sportif de Taylor. Et voilà, je me dis qu'il y a des mecs qui peuvent faire des main events avant. Donc non, je ne crois pas du tout qu'il sera en position de faire les main events sur le prochain. Sur un des deux prochains. Franchement, mais pas du tout. Enfin, quand je dis pareil que toi, super combattant, action fighter, je l'avais entendu parler, j'avais pas vu combattre avant Élysée-Où. Direct, un combat en direct comme ça de Benoît Saint-Denis, jamais. J'avais eu quelques highlights vite fait, mais vraiment vite fait. Et en fait, je me suis dit, ce mec-là va être très sympa à voir tout le temps, mais il y aura une limite. On va toucher une limite, et je la voyais arriver beaucoup plus vite qu'elle n'est arrivée, en fait. Tu vois le côté, la redescente qu'il y a eu avec Poirier, je la voyais arriver beaucoup plus tôt. C'est là où il m'a surpris, et sa trajectoire, elle est étonnante, en vrai. C'est vraiment, elle est étonnante, et je pense que sur les 2 dernières années, c'est la trajectoire la plus folle du MMA en France. Oui, de loin. Ce qu'il a pu accomplir en une période aussi courte et se mettre dans cette position dans probablement une des 2 KT les plus difficiles, une des 3 KT les plus difficiles en tout cas.
c'est très très fort. C'est très très fort. Il y a beaucoup de densité. On lui a donné des combattants. On lui fait pas de cadeaux. Quand on lui donne Bonfim, par exemple, Ah non. c'est pas pour le faire briller lui. Non, c'est pour faire monter On Bonfim. donne BSD à Bonfim pour faire briller Bonfim. C'est pas l'inverse qui se passe. C'est lui derrière qui vient voler le show et voler la hype de Bonfim. Donc non, on lui a pas fait de cadeau et c'est après Frévola seulement que l'UFC se rende compte qu'ils ont un combattant vraiment. On peut faire quelque chose de super avec. Et là, on décide de lui donner Poirier direct. Ouais. Et ma question au coach sur son développement, c'est plus dur de gérer un athlète comme lui, avec son état d'esprit, tu vois, et ce truc un peu ce qu'il disait, je serais champion comme ça ou je mourrais en essayant, ou de driver un mec qui est beaucoup plus sur la retenue, tu vois. C'est plus facile pour un coach de driver Benoît Saint-Denis ou Taylor Lapillus? Waouh. Tu vois, c'était plus simple de donner les noms, tu allais comprendre tout de suite mes deux images. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien. Pour moi, c'est là tout le challenge du coach, tout simplement. Pour moi, c'est tout le challenge du coach. Surtout aujourd'hui, le MMA, c'est des équipes. C'est des équipes de combattants professionnels. Oui, on l'a dit, son staff, c'est plus qu'un seul. C'est des équipes. Tu dois avoir des. Et puis, quand tu vas être coach en MMA, en France, tu vas avoir plusieurs combattants professionnels. Comme à l'époque, en Pipo, on avait plusieurs combattants pro. Tu dois être capable de t'adapter à tes combattants, ça c'est sûr. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile de gérer un combattant comme Benoît. C'est plus difficile dans le feu de l'action, je parle. Ouais. Je le connais pas en camp de dehors. préparation ou quoi. J'en sais rien. Moi, je peux te dire que dans la cage, oui, je deviendrais fou. Des fois, dans l'inter-round ou pendant le round, bien sûr que je deviendrais fou, oui. Ou tu essaies de le canaliser un peu plus, c'est difficile parce que... C'est Daniel Warin qui disait à chaque fois arrête de faire la guerre. Ouais. Quand on connaît Daniel Warin et son style, qui nous a toujours dit je suis pas là pour faire de l'escrime, moi je suis là pour éteindre des mecs. Et pourtant, tu vois, pourtant lui-même en venait à dire calme. C'est clair que c'est pas simple parce que tu sais que c'est son tempérament et tu dois trouver le juste milieu entre le laisser s'exprimer parce que c'est comme ça qu'il est fort et en même temps arriver quand même à le retenir un peu et voilà. J'ai vu passer des images, excuse-moi, parenthèse, mais de ses premiers combats pro que j'avais jamais vu avant. Ouais. C'est dans une toute petite salle, c'est même pas une cage, c'est un ring. Et comme c'est une toute petite salle, t'entends vachement tout ce qui se dit. Ouais. Et Daniel, pendant le combat, là, il attend même pas les interrounds. Arrête la guerre. Ouais, donc ça depuis le début. Voilà. Il l'a eu comme ça depuis le début. C'est pas facile. Taylor, c'est clair que c'est un combattant. Qui a une approche du combat très tactique. Et qu'on respecte aussi. Voilà, c'est pas du tout un. Tu vois. Moi, c'est plus. Comme tu m'as donné un exemple précis, Taylor, c'est clair que c'est un style qui me correspond parfaitement. Donc avec Taylor, je m'amuserais beaucoup à être dans son coin parce que je sais qu'on se comprendrait et je sais qu'on n'aurait même pas besoin de beaucoup parler en fin de compte pour pouvoir mettre en place certaines choses. C'est sûr que par contre, avec un combattant comme Benoît, il me ferait kiffer en tant que coach. Tu perdrais des années de vie à chaque fois, je perds une journée de vie à chaque fois que je coach. Ouais. Ça, c'est clair. Là, mais c'est pour ça aussi que c'est un personnage à part, un personnage particulier et qui nous fascine aussi et qui fascine le public, Benoît Saint-Denis, pour tout ce qu'il est en soi. Généreux, on disait, je pense qu'il a une carrière. Tant qu'il voudra être à l'UFC, il sera à l'UFC. Ouais. Ils adorent ce genre de fight. Ah oui, je pense qu'il n'y aura aucun problème là-dessus. Il s'est bien établi maintenant et il va pouvoir faire une longue carrière. Il avait dit, je ne sais plus c'est auquel, au premier ou au deuxième, il avait dit profiter parce que je suis là pendant 15 ans. C'est au premier UFC Paris, donc c'était en 2022. Donc il a annoncé qu'il sera là jusqu'en 2037. Voilà. C'est ambitieux, 15 ans, avec son style de combat, clairement. Mais en tout cas, on lui souhaite de rester en bonne santé le plus longtemps possible et de combattre autant qu'il a envie, ça c'est clair. Et ça peut être, c'est la conclusion de ces débats un peu là-dessus, sur globalement son parcours. En fait, Benoît Saint-Denis, ça peut être, dans quelques années, Justin Gaethje. Ouais, même aux yeux des fans. Tu sais, s'il remonte, qui fait des gros combats contre des gros noms avec des victoires, des défaites, des choses comme ça. Mais à chaque fois qu'il apparaîtra, peut-être qu'il sera jamais champion comme n'a jamais été Justin Gaethje, mais qu'il aura peut-être un titre BMF, un truc intérimaire, genre, qui gagne ou qui perd. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça peut être pour les fans, au-delà des fans français, dans quelques années, tu vois, tu peux être les mecs qui se disent ah, il y a Benoît qui arrive sur une carte. C'est déjà on est content. Les fans partout dans le monde, tu vois, ça peut être Gaethje. Toujours à l'annonce du nom. Oui, clairement. Oui, ça peut l'être et il est en passe de le devenir déjà. Quand tu regardes les spécialistes qui s'expriment sur les plateformes habituelles, X et compagnie, oui, bien sûr. Là, ça commence à parler un petit peu de l'event à Paris, donc ça commence à dire oui, il y a le combattant un peu foufou, agressif, spectaculaire qui est là, donc on sait qu'on va se régaler. Et donc il est déjà un petit peu dans cette position. Lui-même s'est mis dans la position en citant ces gars-là, en citant Poirier, Gaethje à l'époque où il a fait ses call-outs. Pourquoi pas affronter d'ailleurs Gaethje dans un futur proche si jamais Moïcano, c'est un combat qui pourra se faire. Ça peut faire sens. Gaethje, il va être en recherche d'un combat de retour. Donc oui, moi je pense clairement qu'il va être dans cette position-là. Oui. En fait, là où va ma réflexion, c'est qu'il est possible, que dans 5-6 ans, peut-être même 10 ans, il y a eu des champions français à l'UFC, incontestés, commencé par Manon Fiorot dans quelques mois sans doute, et qu'on se retourne et qu'on se dise, mais en fait, notre plus grande star, c'est Benoît Saint-Denis. Même s'il n'a jamais été champion. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut arriver, ce scénario-là.
Tu Ou le mec demanderas, le plus connu, le grand, le house name, tu vois, pour la France, c'est Benoît Saint-Denis, même s'il ne prend jamais la ceinture. Ouais, parce qu'il y a des gens qui vont marquer plus que d'autres, qui vont Ouais, marquer le c'est ça. territoire plus que d'autres. Je vais faire un parallèle avec le Muay Thai français. On a eu des combattants exceptionnels au fil du temps. Guillaume Kerner, Danny Bill, Farid Villaume, et j'en passe. Quand tu demandes au Thaï, est-ce que tu connais des combattants français, ils te répondent presque systématiquement Jean-Charles Skarbowski. Parce que c'était un action fighter qui électrisait les foules, qui mettait des KO, qui était un peu foufou. Et donc à chaque fois ils vont le citer parce qu'il les a marqués. Il les a marqués dans leur sport, dans le pays du Muay Thai, tu vois. Et si tu me demandes, et respect Jean-Charles évidemment, qui est actuellement justement en plus à Albuquerque avec John Jones. Avec John Jones. Mais voilà, et j'ai un biais là-dessus, mais bon, oui, pour moi c'est Danny Bill le meilleur combattant. Mais Jean-Charles, il a électrisé parce que il a marqué les esprits. Quand tu marques les esprits, c'est parfois plus Benoît, important que tes résultats. Voilà, en fait. Benoît, je pense qu'il va marquer les esprits au-delà de ses résultats, de ses victoires et ses défaites. Et il a déjà marqué les esprits des Américains et des fans. Et c'est le genre de combattant qui, pour les fans, ça fait peu importe sa nationalité, on s'en fout en fait. C'est Benoît Saint-Denis, qu'il soit français, belge, etc. On Un s'en truc fout un où peu. tu dépasses, tu vois, ce cadre Voilà, un peu c'est ça. franco-français, entre guillemets, où il est une star et où tu deviens vraiment un household name, vous voyez, comme je disais, Ouais. pour le monde du MMA. Ouais. Et que tu deviens un des mecs incontournables pour ça. Baba, on va finir sur un petit jeu que j'ai ressorti du chapeau parce que c'est l'UFC Paris. Alors que je le fais plus, et je le fais plus par respect pour toi, tu le sais. Les pronos. Ah, À l'UFC Paris, on le fera que pour le main event et Ok. le co-main. Ok, Je te mets que sur 2 combats. d'accord. On fera main et co-main. Ok. Mais c'est l'UFC Paris, on est obligé de Ouais, se on mouiller y va, un peu, on y mon va, baba. on y Le va, Fighter ouais. Club doit annoncer. Benoît Saint-Denis, Renato Moicano, chez les moins de 70 kg, main event de l'UFC Paris le 28 septembre, on vous le rappelle, et bien sûr à suivre sur RMC Sport. Il y aura une grosse journée autour de cette 3e carte UFC à Paris. Qui gagne? Comment? Baba. Je vais dire Benoît Saint-Denis par KO au premier round. Eh ben j'ai Benoît Saint-Denis, TKO, 2e round. C'est le résumé. Tu veux rapidement exprimer pourquoi, mais c'est le résumé de tout ce qu'on dit depuis le début du combat, de l'émission. C'est un mélange du résumé de ce qu'on a dit et de ce que je voudrais le voir faire, en l'occurrence, imprimer un rythme très élevé au combat dès le départ. Lui rentrer dedans dès le départ, en fait, lui marcher dessus, utiliser beaucoup sa jambe arrière, trouver des opportunités avec ses poings, avec ses coudes, comme il sait très bien le faire. Et je pense qu'il va toucher. Moi, je pense qu'il va toucher rapidement et qu'il va réussir à terminer. Ah, ça, moi, mon analyse a été un peu similaire que la tienne. Je pense qu'il va démarrer fort. Je pense Moicano capable de tenir un peu le feu pendant 5 minutes. Ouais. Et d'aller se reposer et puis finalement au début de round 2 de se rendre compte que je me suis pas assez reposé là, la minute c'était Ouais. pas suffisant, de reprendre un barrage de kick Ouais. et de là c'est bon, c'est fini, c'est terminé et on arrête. Mais en tout cas on est assez confiants tous les Après, deux sur Benoît. ça ne veut pas dire en tout cas que je sous-estime Moicano, loin de là. Je pense qu'il est tout à fait capable de tenir 5 rounds contre Benoît Saint-Denis, Moicano. Et moi je voulais conclure là-dessus, c'est un beau main event. Oui. Tu vois, parce que moi j'ai vu passer des gens un peu critiques, mais non, c'est un super main event. Bah, ça dépend ce C'est qu'on pas veut, un en fait. pay-per-view, hein. On n'est pas un événement Ouais, numéroté, c'est c'est une fight night. Il y a des fight nights où le main event est beaucoup moins beau Ah, ouais. que Benoît Saint-Denis et Renato Moicano. On a hein. vu des choses récemment. Oh oui. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal là, quand même, pour un event français. C'est intéressant. Tu veux un combat où il y aura du spectacle, c'est ce qu'on va avoir. Et clairement, on vient d'avoir un main event à la Sphère qui est très différent en termes de spectacle. Tu vois, donc moi, même je suis plutôt content de ce main event. Ouais. Sur la qualité des 2 combattants, alors tu vois, Ouais. tout compris, je préfère celui-là aux 2 premiers. hein. Je préfère Oui. celui-là à Gan Tuivasa et Gan Spivak. hein. Oui, bah, c'est des combats. Parce c'est que des- tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais. pour la qualité globale des Ouais, 2 bien combattants. sûr. Ouais. Oui, je pense que même si je viens de faire le prono que je viens de faire, le combat est plus équilibré qu'on pense. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'était l'année dernière, par exemple, c'était très intéressant de voir le retour de Cyril, tu vois, Ouais. après John Jones, mais c'est vrai qu'en face, Je ne pensais pas un seul instant que Spivak allait gagner. voilà, on avait un peu de mal. Et Tuivasa avait un peu plus ce côté-là parce qu'il était sur une bonne Et série il cogne. et qu'il a le KO power et qu'il Voilà. cogne. Mais on a vu ce qu'est donné Tuivasa depuis. Enfin, c'est pas un combattant d'élite non Non, plus, non, quoi. non. Alors que Moicano, Il va c'est pas gagner un- la ceinture. Moicano est un très bon combattant, un combattant d'élite pour Ouais. moi. Tu vois, C'est clair. surtout dans une caté comme Oui, il ça. l'a montré. Merci mon baba, on a fait le tour. Merci, C'est que le Alex. premier de nos épisodes sur l'UFC Paris. Il y en aura On vous beaucoup, promet ouais. quelque chose, il y en aura quelques-uns d'autres. Ouais, c'est clair. Ce sera pas le seul, ça c'est sûr. Et on vous a déjà annoncé, donc il y aura notamment un épisode complet sur Nassourdine Imavov Ouais. contre Allen pour le co-main event. Combat aussi très intéressant chez les moins de 84 kilos. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode sur l'UFC Paris comme sur le reste. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club consacré à l'UFC Paris. Salut mon baba. Salut Alex. Ciao. Fighters Club.